La rhétorique est l'art de l'action du discours sur les esprits. Il provient du latin rhetorica, emprunté du grec ancien, technique, art oratoire, plus précisément, selon Ruth Amosi, telle qu'elle a été élaborée par la culture de la Grèce antique, la rhétorique peut être considérée comme la théorie de la parole efficace liée à la pratique oratoire. C'est beau. La rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence. L'éloquence, pour ceux qui connaissent pas, envoie deux significations principales. L'art de bien parler, l'attitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir et de persuader. Le caractère de ce qui est sans parole et expressif, significatif. Elle a d'abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait 5 parties. L'inventio, l'invention, art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre. La disposition, l'art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace. L'élocution, l'art de trouver les mots qui mettent en valeur les arguments, donc le style. L'élocution, on l'a vu, l'axio, la diction, les gestes de l'orateur. Et la memoria, procédé pour mémoriser le discours. La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et a désigné un ensemble de règles destinées au discours. Au XXe siècle, la linguistique et l'analyse de textes littéraires ont relancé l'intérêt pour la rhétorique. On voit que tout ce qu'on a pu voir, la disposition, l'élocution, la diction, la memoria, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué, par exemple, en politique. Voilà. Donc ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas Wikipédia, on va sûrement le voir après. Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes, la rhétorique comme art de la persuasion et la rhétorique comme art de l'éloquence. La rhétorique grecque, telle qu'elle fut pratiquée par les sophistes et codifiée par Aristote, donc les sophistes, est à l'origine un orateur et un professeur d'éloquence de la Grèce antique, considéré par sa culture et sa maîtrise du discours comme un personnage éminent dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, et type d'homme contre lequel la philosophie va en partie se développer. Et codifié donc par Aristote, se préoccupait principalement de persuader. Dans l'Antiquité romaine se fait jour une nouvelle conception de la rhétorique comme art de bien dire bene vici, benedicendi scientia, selon les mots de l'orateur romain Quintilien. Qui est-il ? Est un rhéteur et pédagogue latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, est auteur d'un important manuel de rhétorique, l'institution oratoire, dont l'influence sur l'art oratoire se prolongea pendant des siècles. À l'époque classique, la rhétorique s'étend à l'étude des textes écrits, et notamment aux textes littéraires et dramatiques. La conception romaine de la rhétorique l'emporte progressivement sur la conception grecque. La rhétorique s'est ainsi progressivement restreinte à la stylistique, qui est l'étude des particularités d'écriture d'un texte, discipline issue de la rhétorique et de la linguistique. C'est-à-dire un inventaire de figures relevant des ornements du discours. Il en résulte une conception de la parole rhétorique qui se distingue de l'argumentation et de la dialectique, par l'usage d'effets pathétiques et éthiques du discours public. Alors l'argumentation, on sait ce que c'est. Le dialectique, on voit ce que c'est, mais rentrons quand même dans la définition. C'est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui occupe, depuis l'Antiquité, une place importante dans les philosophies occidentales et orientales. Le mot dialectique trouve son origine dans le monde grec antique. Contre cette évolution, l'école rhétorique contemporaine de Chaim Perlman renoue avec la rhétorique grecque en proposant une nouvelle rhétorique qui est une théorie de l'argumentation. Chaim Perlman est un philosophe et théoricien du droit belge. Il est considéré comme le fondateur de la nouvelle rhétorique et comme un des chefs de file de l'école de Bruxelles. Définition. Donc, la rhétorique correspond à l'art de persuasion. L'expression a été fondée par Aristote, puis qualifiée de manipulation de l'auditoire par Platon. Plus précisément, la rhétorique est l'art de bien parler dans la faculté d'un discours d'exposer ses arguments afin de convaincre un auditoire. Problématique de la rhétorique. Polémique autour d'une définition. Marc Fumaroli, comme Joël Gardès-Tarmine, je pense que c'est un linguiste, une linguiste et critique littéraire, historien et essayiste français, qui ont étudié les conceptions de la rhétorique
au cours des siècles et révèle que celles-ci peuvent se rattacher à de traditions philosophiques. La définition d'origine sophistique, selon laquelle la rhétorique doit persuader. Bien que propagée par les sophistes comme Gorgias, voilà, c'est un sophiste, il s'agit de la conception héritée d'Aristote, qui a défini comme la faculté de considérer pour chaque question ce qui peut être propre à persuader. La définition d'origine stoïcienne qui pose quel est l'art de bien discourir. Elle requiert une bonne moralité et se rapproche en cela d'une représentation de la sagesse. Ses représentants sont Quintilien et Cicéron. Cicéron quand même assez connu, homme d'État romain et brillant orateur. À la fois avocat, philosophe, rhéteur et écrivain latin. Quintilien, lui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quand même un buste qui est affiché, je ne sais où, c'est la photo, mais pas très important. Cette double tradition a conduit les auteurs au cours des siècles à multiplier les définitions de l'art rhétorique, métalanguage, qui a régné en Occident du 5e siècle au 19e siècle après Jésus-Christ. La rhétorique est pour Arthur Schopenhauer ou John Stuart Mill la technique du discours public, alors que pour Anthème-Édouard Chénier, dans la rhétorique et son histoire, elle consiste à persuader et convaincre. Sur Schopenhauer, philosophe allemand. John Stuart Mill, alors c'est un philosophe, logicien et économiste britannique. Et Anthème-Édouard Chénier est un éminent helléniste français. Helléniste, oui c'est bien ça, philosophe et platonicien. Voilà, elle consiste donc à persuader et convaincre. Deux buts qui lui sont associés systématiquement dans la conscience populaire, et même dans l'enseignement du français pour le philosophe français Francis Bacon. Elle est l'art d'appliquer à la raison à l'imagination pour mieux mouvoir sa volonté. Alors que, pour l'américain Richard Weaver, elle est un art de l'emphase. En dépit de toutes ces définitions, parfois nettement divergentes, l'expression d'art rhétorique renvoie avant tout, historiquement, au système rhétorique, c'est-à-dire à des techniques pour structurer son discours. Mais signalons d'autre part que Platon appréhende la rhétorique un jour positif lorsque celle-ci est au service du discours philosophique. Il s'agit alors de distinguer, conformément à la méthode dialectique, entre une mauvaise rhétorique faisant abstraction du bien, du juste et du vrai, et d'une bonne rhétorique ordonnée à la saisie du bien. La rhétorique, en deuxième définition historique, la rhétorique est l'art de bien parler, et la rhétorique est le fait d'un orateur. Dans ce sens, exposer d'arguments ou de discours qui doivent persuader l'auditoire au sein d'un cadre social éthique. Bien. Passons il y a quand même les trois notions centrales, le logo, le pathos et l'éthos. La rhétorique utilise dès ses fondements trois notions centrales dans la pensée grecque et latine que résume Cicéron. Lorsqu'il dit que la rhétorique consiste à prouver la vérité de ce que l'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Alors, tout d'abord, la rhétorique est un discours rationnel. L'argument met ainsi la logique de convaincre l'auditoire, par la logique de convaincre l'auditoire, mais le logos désigne à la fois la raison et le verbe. Selon Joël Gard-Termine, en effet, dès les débuts des Grecs, les deux conceptions ont existé. La conception d'une rhétorique comme fut rationnelle fut promue par le philosophe Socrate, alors qu'elle fut un art, avant tout lié à la parole, fut prônée par l'orateur Isocrate. Cependant, il existe aussi une relation émotionnelle que véhicule la notion, pathos. L'auditoire doit être séduit ou charmé. La raison n'est pas ainsi le seul but de la rhétorique. Donc, selon Michel Meyer, le pathos comporte trois éléments passionnels, la question choc, le plaisir ou le déplaisir qu'elle occasionne, et la modalité sous forme de jugement qu'elle engendre, comme l'amour et la haine par exemple. L'éthos est la dimension de l'orateur, ses vertus et ses mœurs exemplaires. Même si c'est avant tout une image que donne l'orateur de lui-même, cette notion est davantage romaine, mise en avant par Cicéron notamment, alors que le pathos et le logo sont acquis grecs. Sont des acquis grecs. Pour Aristote, en effet, le logo est premier, à contrario de Platon, pour qui le pathos est non la vérité, commande le jeu de langage. La raison étant l'apanage de la philosophie, discipline maîtresse pour Platon. La linguistique et la sémiotique. Alors sémiotique, c'est une étude systématique des processus de signes
et de la fabrication du sens, la sémiose est toute activité conduite ou processus qui implique des signes où un signe est défini comme tout ce qui est communiqué, quelque chose, généralement un sens. La linguistique et la sémiotique moderne fonderont leur discours épistémologique sur la reprise de ces trois pôles de la rhétorique classique. Laurent Barthès liait ainsi l'éthos à l'émetteur, le pathos au récepteur et le logos au message. Néanmoins, l'histoire de la rhétorique peut aussi se voir comme, à certaines périodes, une focalisation particulière sur l'une ou l'autre de ces notions. Évolution de la définition. Cette triple conception de la rhétorique a ainsi parcouru toute l'histoire de la rhétorique, une ou l'autre des notions prenant le pas sur les autres, et par extension déterminant tout un art oratoire d'une zone géographique ou d'une période donnée. Ce phénomène fut largement le moteur de la dispersion de la rhétorique comme discipline, qui culmina en 1890 en France avec sa disparition au programme des bacheliers. Alors à l'histoire plutôt de la rhétorique. Préambule. Alors la double histoire de la rhétorique. La rhétorique, qualifiée par Roland Barthès, métalanguage, comportait plusieurs pratiques présentes successivement ou simultanément selon les époques. La rhétorique n'a jamais été abandonnée tout au long de l'histoire, car les besoins de convaincre et de persuader ont toujours existé au sein des groupes sociaux. Mais selon les époques, elle a eu des effets bien différents et schématisant fortement son évolution, on peut dire qu'elle a constamment oscillé entre conception sociale et pratique et une conception formaliste. La rhétorique, comme tout système autonome, a précipité au XIXe siècle avant de renaître la manière spectaculaire au XXe siècle. L'histoire de la rhétorique peut se lire suivant deux voies. Une histoire de sa conception sociale, qui est celle qui est mise principalement sur le discours et public et la controverse. Cette conception de la rhétorique a surtout défendue durant l'Antiquité par les stoïciens grecs comme Démosthène et puis les Romains Cicéron et Quintilien en particulier. Une histoire en deux se rapproche, formalise, se focalise, elle, sur des techniques discursives et notamment sur celles qu'étudiaient l'élocution à travers des auteurs comme Ramus, Dumarsais, Pierre Fontanier ou je ne sais. Dès la basse antiquité, en effet, à la suite de la disparition de la cité antique, la fonction politique de la rhétorique s'est perdue, l'éloquence perd son statut d'instrument politique pour devenir simple fin recherchée en elle-même. De pratique, la rhétorique devient tout un art. Un art pour la rhétorique se réduit alors à l'étude des ornements relevant de l'élocution et en premier lieu les figures de style. C'est pourquoi l'approche sociale de la rhétorique tend à maintenir intacte l'opposition entre rhétorique et poétique, alors que la seconde approche, l'approche formaliste, à l'abolir, voyant dans les deux disciplines une étude des structures, des textes et des discours. Bien. Bon, discipline d'origine essentiellement européenne, d'un héritage gréco-romain qui ne peut être transposé que difficilement dans d'autres cultures et civilisations. Cependant, des études ethnologiques et historiques ont montré que les arts oratoires, sans pour autant présenter d'une complexité de classification similaire à celle des Grecs ou des Romains, se sont développés dans les différentes ères de civilisation. François Julien a ainsi montré le détour et accès, stratégie, du sens en Chine, en Grèce. Qu'il existait l'Empire du Milieu, un art oratoire fondé également sur la persuasion. Les travaux des anthropologues concernant les cultures orales d'Afrique et d'Australasie vont également dans ce sens. La rhétorique concerne également des civilisations proches du monde gréco-romain comme l'Égypte. David Hutto a en effet montré que la civilisation égyptienne a développé son propre art de persuasion, alors qu'Eosha Gite a analysé les modes d'argumentation propres au judaïsme dans le monde indien, le Kavyalankara, ou la science des ornements poétiques qui traversent les poèmes sanscrits, connu sous le nom de Kavya, peut s'apparenter à une élocution, sans toutefois que le système rhétorique soit aussi complexe que celui des Grecs puis des Romains. Les sanscrits, qu'est-ce que c'est ? C'est une langue indo-européenne, de la famille indo-aryenne, encore parlée dans le continent indien, bien que par une minorité.